remercier doublement parce que je suis invité ici pour porter à attaque un discours hérétique qui n'est pas dans la tradition de l'association. Je commencerai par dire que la relocalisation, c'est un truc tarte à la crème. Tout le monde est pour la relocalisation. L'UMP est pour la relocalisation, le Parti Socialiste est pour la relocalisation, François Bayrou était pour la relocalisation. Enfin, il y a un consensus sur oui, on veut la relocalisation. D'ailleurs, j'avais le numéro de Agir en Picardie. Alors voilà, je suis Picard. Quand vous ne savez pas de où je parle, à chaque fois vous mettez Picardie derrière et puis vous comprendrez. Agir en Picardie, donc la revue du Conseil régional a consacré un numéro au printemps de l'industrie dont le dossier était intitulé Relocalisation en Picardie. Et ainsi s'exprimait le président du Conseil régional. On lui disait le thème est celui des relocalisations. Effectivement, nous constatons depuis quelques années un mouvement. Il y a des exemples pour les cosmétiques, la pharmacie, le mobilier de bureau, la mécanique, des activités implantées en Espagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Chine, viennent ou reviennent en Picardie. Donc bon, je lis le dossier qui dure pendant 16 pages. Et je ne vois pas un seul exemple qui m'est donné à l'intérieur du dossier. Alors j'appelle le service de communication, où je tombe sur une fille qui dit « Vous l'avez trouvé intéressant ?» Le dossier dit « Bah oui, mais il n'y a pas un seul exemple. » Il dit « Oui, vous avez raison, c'est vrai. Alors que des exemples de délocalisation, moi je peux vous en donner. » Je lui dis. Et je me balade toujours avec ces deux tableaux. Ces deux tableaux, c'est un effet de manche, hein, vous ne pouvez rien lire. Ces deux tableaux, c'est la liste des 30 plus grands établissements dans la Somme, donc, on a dit en Picardie, mon département, au 31 décembre 1996, d'accord? Et donc là, le premier c'est l'hôpital, le deuxième c'est la commune d'Amiens, et ainsi de suite, mais quand même, il y a tout ce qui est surligné en vert, il y a 14 industries, au 31 décembre 1996. Vous voyez, la première c'est Goodyear, France, donc vous savez ce que ça va devenir, c'est-à-dire rien. 12 ans plus tard, 12 ans, ça n'est rien à l'échelle de l'histoire. Le 31 décembre 2008, la même liste des 30 plus grands établissements de la Somme, il en reste 7. La moitié a disparu. 7 sur 14. C'est-à-dire que les classes populaires de notre département ont vécu un choc, un traumatisme social tout à fait considérable pendant ce temps-là, puisque c'était des emplois non qualifiés qui étaient les mieux rémunérés dans ces grandes boîtes, où il y avait des comités d'entreprise, des conventions collectives, et ainsi de suite. De la même manière, j'avais croisé Olivier Lebertier, donc, de chez Lipton. Je l'avais croisé à la Bourse du Travail du Havre, où on était en meeting ensemble, et il intervenait comme ça en disant ceci. Quand c'est sa deuxième délocalisation à lui, hein. Quand Unilever a fermé l'usine du Havre en 1998, c'était soit le chômage, soit un reclassement à Gémenos, près de Marseille. Moi et une cinquantaine d'autres, on a accepté de quitter notre région. Et 10 années après, finalement, ils veulent se débarrasser de Gémenos. Pourquoi? Ils replient la production vers la Belgique, qui a consenti une diminution de salaire, et surtout vers la Pologne, c'est moins cher à Katowice. Vous voyez? Donc là, les causes de cette délocalisation-là, en tout cas, étaient très claires. Bon, moi, quand je décris qu'on est passé de 14 à 7, ça veut dire qu'à chaque fois, je me suis tapé des manifs, j'ai distribué des tracts, j'ai été interviewé des délégués syndicaux, j'ai vu des gens se réunir pendant des semaines, tous les jeudis après-midi, dans le local qui était complètement déserté. J'en ai vu d'autres s'attacher les mains à la direction départementale du travail. Enfin bon, j'ai traversé tout ça. Évidemment, à un moment, je me dis, bon, quelles sont les réponses qui sont apportées? Ben, je lisais les textes et je retrouvais, pardonnez-moi, mais le même attentisme que je trouve dans le propos qui était celui avant moi. C'est-à-dire qu'au fond, je lis, par exemple, je lisais les textes des Verts, où on me disait, ben, il va y avoir une hausse du pétrole, et donc finalement, la hausse du pétrole va produire une relocalisation de l'économie, où il va y avoir une hausse du transport, enfin, il va y avoir une hausse du niveau des luttes au Bangladesh, vous voyez, qui va produire une hausse du coût du travail, et du coup, ça va relocaliser. Ça, c'était pour la gauche radicale. La gauche, j'ai interrogé Besancenot, il était complètement sur ce registre-là. Et je dois dire que, étant au quotidien la souffrance et de l'inquiétude des habitants de ma ville et de mon département, c'est pas exactement ce type de réponse ne me suffisait pas. Donc, je me suis posé la question, mais je suis allé voir une bourse du travail dans le Vimeux, d'ailleurs, et je demande à un gars qui était à l'union locale CGT, je lui dis, mais alors, il y a un nouveau plan de licenciement, tout ça, mais alors le protectionnisme, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer.
Vous voyez, il ne fallait pas prononcer ce mot-là. Alors moi, j'ai continué à creuser quand même. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un outil qui s'appelle les taxes frontières, les quotas d'importation, les barrières douanières, ainsi de suite. Et là, pour vous dire simplement, moi, évidemment, il ne va pas y avoir un renversement à attaque. Les batailles des idées, elles ne se mènent pas en quelques semaines ou en quelques mois. Donc il ne s'agit pas de penser qu'il y aura un renversement du jour au lendemain dans le regard d'attaque sur cet outil-là. Mais aujourd'hui, la graine que je tente de semer, c'est au moins que la question soit posée. Et cet outil avait tellement été massacré, l'outil des barrières douanières, des taxes frontières, qu'on n'en avait même pas gardé la mémoire. On n'en a même pas gardé la mémoire. C'est-à-dire que simplement pour savoir comment, par quel palier, s'avaient baissé les taxes d'importation, je pensais que ça allait être hyper simple de savoir comment ces trucs avaient diminué. Et là, il a fallu que je téléphone à tous les services du ministère, et il n'y en a pas un qui avait gardé trace de cet outil-là. J'ai fini par avoir Olivier Cardic, donc un professeur spécialisé là-dedans, qui m'a dit « J'ai regardé un petit peu, mais j'ai rien trouvé pour la France », il m'a dit. J'ai à nouveau cherché des séries longues pour les pays de l'OCDE, juste après votre email, et je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire que ce spécialiste des taxes frontières lui-même était incapable de me dire par quel palier on était passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en même temps qu'on a détruit l'outil, on a détruit la mémoire de l'outil. Et c'est ça qui fait qu'évidemment c'est doublement compliqué de s'autoriser à éventuellement le faire renaître. Alors du coup, j'ai quand même réussi à rassembler des données, croiser des données, j'ai bidouillé des trucs, je ne suis pas scientifique mais j'ai bidouillé des trucs. Et surtout, je suis allé chercher rencontrer des douaniers. J'ai rencontré des douaniers, je leur ai demandé simplement, mais alors techniquement, admettons là, je sais pas, sur l'affaire des soutiens-gorge de Le Jabi, on décide que bon, ok, on est d'accord pour que la Tunisie ait davantage de soutien-gorge, mais on veut en avoir juste 60 000 qui rentrent et puis garder une production locale et tout ça. C'est faisable ou c'est pas faisable? Si on veut relever les taxes aux frontières, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Ils me disent, techniquement, il n'y a pas de problème. On a 10 000 lignes tarifaires, au moins, bon, ben voilà, il suffit de c'est un truc sur informatique, techniquement, le souci n'est pas technique. Et je pense que cet outil est d'autant plus dangereux qu'il est concret pour eux. Je veux dire, pour les dominants, je pourrais vous faire un certain nombre de citations de Ernest-Antoine Seyer, de Laurence Parisot et tout ça, qui sont absolument effrayés par la notion de protectionnisme. Mais cet outil est d'autant plus dangereux qu'il est à portée de main. C'est pas un truc qu'on a inventé, qui serait à mettre en place de manière très très compliquée, tout ça. C'est un truc qu'on a à portée de main, et on a des gens pour mettre cette politique en œuvre, ça s'appelle les douaniers. Et moi, je fais un numéro, une fakir où je mis « Vive les douaniers ». Mais vivent pas les douaniers d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les douaniers auparavant étaient la police du capital et des marchandises. Vous voyez, ils avaient cette fonction-là. Comme il s'agit de ne plus contrôler le capital et les marchandises, j'ai des stats, vous savez que 100% des personnes sont contrôlées quand ils prennent l'avion et voilà, on est contrôlé, on est scanné, on surveille nos bagages et ainsi de suite. En revanche, seuls 0,4% des containers sont scannés dans le port du Havre, seuls 0,02% des containers sont couverts dans le port du Havre, c'est-à-dire un conteneur sur 5000. Vous voyez, là, il n'y a aucun contrôle sur ce truc-là, et donc, il s'agit de se dire, ces douaniers-là, ils avaient une fonction qui était la police du marchandise et du capital, on les a dépouillés de cette fonction-là, et on les a rapatriés sur, à nouveau, faire de la police des hommes. C'est quoi la police des hommes? C'est qu'on les consacre à surveiller si j'ai un bout de chichon dans ma poche quand je prends l'autoroute, quoi. Et je suis contrôlé sur les douaniers, fouillent ma voiture pour ça, sur le trafic de stupéfiants, qui à mon avis ne doit pas être une mission qui relève des douaniers. Et ensuite, c'est surveiller qu'il n'y a pas des clandestins qui passent en Angleterre. Mais ça n'est pas une mission qui doit relever des douaniers. Et là, on devrait se battre, nous, dans les forces de gauche, pour que les douanes retrouvent leur vraie mission. Une mission de contrôle, sachant qu'il y a nettement moins de douaniers à Tracfin, donc sur la cellule spécialisée dans la lutte contre le blanchiment, qu'à la surveillance du port de Sangatte pour le passage à l'Angleterre. Vous voyez. Donc, je pense que l'un des trucs qu'on aura à faire, c'est de se battre pour que les douaniers retrouvent leur mission historique. Alors, quand je dis qu'il faut que, pour moi, les outils, ce sont les taxes aux frontières, les quotas d'importation, les barrières douanières, et ainsi de suite,
Il ne s'agit pas de dire qu'on va tout relever dans ce qu'on est aujourd'hui de l'ordre de 2%, tout passer à 20%, ou bien vouloir être en autarcie. Non, il s'agit de se demander quelle filière on veut préserver, et qui risque de partir. Là, on peut penser au thé, en l'occurrence, la transformation du thé. Quelle filière on veut faire naître ou faire renaître. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tout faire en même temps. Ma chemise, il est possible qu'elle ne soit pas produite demain en France. Voilà, c'est tout. Mais il faudrait avoir un choix de politique industrielle pour voir ce qu'on fait dans les 10 000 lignes tarifaires dont je vous parlais au niveau de l'OMC. Je vais donner un exemple qui n'est même pas un exemple français parce que pour moi le protectionnisme se décline à l'international de l'efficacité de ce type de mesure-là. Je le racontais ce matin mais je le reprends. En 1994, vous êtes bien au courant de ça, sont signés les accords de Marrakech. Il y a au Cameroun il y avait jusqu'à maintenant une large production de poulet. Bon, et voilà qu'en une décennie, les importations sont multipliées par 370 et ce sont des milliers et des milliers de paysans qui disparaissent. Là, il y a un homme qui s'appelle Bernard Djonga, qui est ingénieur, qui était ingénieur, je dis son nom parce que je trouve qu'il y a des héros comme ça, des héroïnes anonymes, et qui pourraient avoir leur nom sur la plaque de rue, y compris même si les Camerounais, dans nos rues à nous, bien mieux que des généraux. Et donc ce monsieur Bernard Djonga, qui est au contact des paysans, qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer les paysans qui avaient investi dans l'élevage agricole et qui voient leur exploitation complètement dévastée, et il fait des entretiens, il mène une enquête. Pour se solidariser avec les personnes des villes, il envoie même des poulets achetés sur les marchés, décongelés, recongelés, redécongelés, et tout ça. Il les fait analyser par l'Institut Pasteur, ça lui coûte un peu de sous, mais il montre qu'il y a des virus, qu'il y a des bactéries, tout ça à l'intérieur, que c'est dégueulasse. Donc il met ça sous le nez des consommateurs locaux, il réunit, il fait des manifs, il y a eu des manifs avec José Bové notamment. La deuxième fois que José Bové vient, la manif risque d'être tellement importante qu'on le laisse à l'aéroport de peur qu'il y ait... Bon voilà, donc première étape, l'enquête, deuxième étape, la mobilisation, et troisième étape, pour arriver à quoi? Pour aller au siège de l'OMC, rencontrer Pascal Lamy, puis intervenir en Assemblée Générale de l'OMC, et réclamer la possibilité de relever les barrières douanières sur le poulet. Les barrières douanières sont relevées à hauteur de 43%, et en quelques années, l'élevage du poulet renaît complètement au Cameroun. De manière à tel point qu'aujourd'hui, les seuls qui continuent à bouffer du poulet breton, je le disais, parce que quand on est protectionniste, on doit être dans les deux sens. Moi, je suis contre l'importation de pommes du Chili en France, mais je suis contre l'exportation de poulet breton au Cameroun. Eh bien, à tel point que les seuls qui bouffent du poulet breton, c'est les expatriés français qui, vraiment, apparemment, ne peuvent pas s'en passer au Cameroun. Donc, ça démontre quand même, sur une filière particulière, pas dans notre pays, certes, mais les possibilités de relocalisation qui sont contenus dans cet outil qui, certes, ne va pas tout résoudre à lui tout seul, mais enfin, qui est quand même un outil dont on aurait complètement tort de se priver. Alors, pourquoi, ma question c'est, pourquoi, alors qu'on subit cette violence, les classes populaires subissent cette violence depuis 3 décennies, pourquoi, je dirais, résumons, la question n'est posée qu'aujourd'hui la attaque. Vous voyez? Comment ça se fait qu'on attend, je dis après on peut choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser cet outil, mais au moins se poser en profondeur la question, comment ça se fait que ça vient si tard? Moi j'ai 2 explications. La première explication c'est que ils ont réussi à transformer ce qui n'est pour moi qu'une option économique, c'est-à-dire dans un curseur, c'est un continuum. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a le protectionnisme et il y a le libre-échange. Non, entre les deux, il y a toute une gamme de grilles. Ils ont réussi à transformer ce qui n'est qu'une option économique en valeur morale. C'est-à-dire, si vous êtes pour davantage de régulation, de barrières douanières et puis tout ça, eh bien, vous êtes nationaliste, xénophobe et tout ça. Ça a été leur premier chantage. Et la deuxième explication que je vois, c'est la composition sociologique des forces de gauche, y compris attaque, mais je dirais OPG, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en gros, ce que j'appelle moi la petite bourgeoisie intellectuelle, mais il ne s'agit pas d'envoyer ça comme un stigmate, j'appartiens pour ma part à cette classe, quoi, mais des enseignants, des journalistes, des graphistes, et ainsi de suite, qui ne sont pas frappés avec la même violence que les classes populaires par ces décennies d'ouverture des échanges, et qui du coup ne réagissent pas en prenant des mesures immédiates, qui pourraient se trouver sous la main. Il ne s'agit pas de dire que nous avons
nous avons été comme à la main dans la mondialisation heureuse. En revanche, il y a un concept de Todd qui me plaît bien, c'est le passivisme. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Éventuellement, nous avons fait des manifs contre la baisse des taxes au niveau du GATT, de l'OMC, ainsi de suite. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, c'est que quand on se bagarre pour que les taxes ne descendent pas, et une fois que les taxes sont baissées, il deviendrait impensable de les relever à nouveau en sens inverse. Maintenant, pour moi, c'est une option qui doit être, dont on doit pouvoir discuter très librement. La question des relocalisations et de délocalisation aussi est une question importante, mais ce n'est pas la seule qui est contenue dans l'usage de cet outil. Moi, ma question centrale aujourd'hui, c'est comment reprendre en main notre destin commun. C'est-à-dire comment faire pour qu'on puisse renouer avec le progrès social, fiscal, environnemental, sans qu'à chaque fois qu'on veuille relever les salaires ou bien mettre en place une norme sur une taxe carbone ou un truc comme ça, on nous dira vous allez pénaliser la compétitivité des économies françaises. Eh bien, je pense que là, on a affaire à un outil qui ne résout pas tout. Pour moi, c'est une condition nécessaire mais insuffisante, mais qui permet de desserrer un peu les taux, de se donner de la respiration et à l'intérieur de ce cadre-là, de pouvoir reprendre des mesures. Enfin, je parlais de la violence qui est faite aux classes populaires, elle a quand même une conséquence politique, et à mon avis, elle va l'avoir de plus en plus dans les années qui viennent, c'est-à-dire que ça se traduit sur le terrain du vote, et notamment du vote ouvrier, où le vote Front National devient quand même de plus en plus important. En revanche, de dire que voilà, la cause c'est le libre-échange et qu'on va rentrer dans la gueule du libre-échange par des taxes aux frontières, eh ben, il me semble que c'est une évidence que les classes populaires ont tendance à partager. Et je ne voudrais pas qu'on laisse politiquement ce boulevard ouvert au Front National. Parce que je pense que le partage du temps de travail est nettement plus important que les taxes aux frontières. Moi, en soi, je m'en fous de taxes aux frontières. Je veux dire, voilà. Par contre, le partage du temps de travail, ça me paraît important qu'on ait un mois de congé supplémentaire, ce qui est à peu près ce que nous a piqué le capital, parce qu'il y avait 4% de la masse salariale qui était versée en dividende en 82, on est passé à 12%, nous on a fait le calcul que ça représentait à peu près un mois de travail qu'on pourrait avoir sur le dos du capital. Bon, voilà, je pense qu'on devrait avoir un mois de congé supplémentaire. Simplement, comment demain on va arriver et dire, bon, on voudrait un mois de congé supplémentaire, quelle va être la réponse ? La réponse, elle va être, oui, vous allez pénaliser la compétitivité des entreprises françaises. Et ça sera la réalité. Et il y a des risques de délocalisation, il y a des risques que ça parte, et ainsi de suite. Bon, et ça sera la réalité. Ce que je veux dire, c'est que aucune politique progressiste, là j'ai parlé sur le terrain social, mais je parle sur le terrain fiscal, et de mon point de vue sur le terrain environnemental, n'est pensable en économie ouverte, n'est pensable en régime de libre-échange. Parce qu'évidemment, il y a une fuite, le risque d'une fuite. Je donne cet exemple pour conclure, mais imaginez le Front Populaire aujourd'hui. Bon, il y a des millions de grévistes dans les rues, tout ça, le Blum, il sort, et il dit putain, vous allez être fatigué, hein. Ah ouais, on est fatigué. On aimerait bien avoir des congés payés. Ah, congés payés, c'est une bonne idée. Puis 40 heures, travailler 5 jours par semaine. Vous voyez, bon, moi je dirais non Blum, je pense que c'est une bonne idée, mais si vous voulez, il faut qu'on aille en discuter avec nos partenaires européens. On va voir ça un peu au niveau de Bruxelles et puis tout ça, et peut-être qu'on va parvenir à une harmonisation sociale par le haut. Vous voyez, bon, ça ne sera pas pour tous. Bon, voilà, si on pose ce type de raisonnement-là, je pense qu'il n'y a pas il ne peut pas y avoir, je le répète, de progrès social, fiscal, environnemental, de politique progressiste. Si demain, des forces qui sont proches, bien nous-mêmes, nous trouvions à diriger le gouvernement, à mon avis, peu de choses sont possibles avec un euro qu'on ne maîtrise pas sans doute, d'une part, et ensuite avec un libre-échange. Voilà, je vous remercie pour votre attention.